Vous parlez de la responsabilité du Hamas, mais la responsabilité aussi d'États, de puissances complices. L'Iran, le taux est en train de se resserrer en termes d'informations sur l'Iran. Beaucoup d'informations, celles notamment de Bloomberg, sur le fait que l'Iran aurait activement formé les combattants du Hamas, formé les islamistes du Hamas. C'est le Wall Street Journal ici qui en donne beaucoup d'éléments. Écoutez, je l'ai dit sur ce plateau dès le début, j'ai vraiment, comme beaucoup travaillé sur la façon dont l'agression du 7 octobre a été montée. C'est extrêmement sophistiqué, c'est très pertinent dans les cibles choisies, dans le montage d'opérations à la fois maritimes, aériennes, terrestres. Il y a eu certainement une cyber-opération au départ pour désactiver la barrière, et je suis convaincu que l'Iran, qui voulait absolument casser la dynamique de réconciliation entre Israël et le monde arabe, qui le cornérisait, qui le marginalisait, et l'Iran qui n'a renoncé ni à l'arme atomique, ni à son croissant chiite, grand croissant chiite, partant du sud-Liban, la Syrie avec les Alaouites, l'Irak, l'Iran, jusqu'en Afghanistan avec les Hazaras, malgré la mort du général Soleimani, vous vous souvenez, qui était le grand proconsul de ce cimeterre chiite. Ils n'ont pas abandonné ce projet, et Darius, ils ont d'autant moins abandonné ce projet, cette théocratie, qu'ils sont en perte de vitesse intérieure, et que c'est une façon aussi, en suscitant ces mouvements-là, d'essayer de fédérer, de refédérer la population autour de... Avec ce bémol que peut-être, là aussi, nous les avons sous-estimés. Rappelons-nous, quand il y avait les manifestations avec un magnifique courage de beaucoup d'Iraniennes et d'Iraniens, beaucoup de commentateurs ici disaient « ce régime est fichu », etc. Il est toujours là pour l'instant. De la même façon qu'on a sous-estimé le Hamas, qu'on avait sous-estimé le Hezbollah précédemment, pour nous, occidentaux, ça fait beaucoup de désillusions. Effectivement, je crois qu'il faut qu'on change de logiciel. Nos difficultés à nous occidentaux, c'est que nous avons la chance et l'honneur de vivre en paix, en démocratie, et de considérer que le droit doit permettre de régler les conflits et les tensions. Ce qui est magnifique, il faut tenir là-dessus. Mais les temps d'aujourd'hui sont des temps barbares, et les peuples, les pays et les responsables gouvernementaux qui veulent en découdre sont de plus en plus nombreux. Et je dirais que malheureusement, il y a un parfum de sang qui baigne dans l'air, et qui alimente ces comportements. Donc nous avons basculé dans une autre histoire. Il y a une réflexion superbe de Raymond Aron sur Churchill. Il dit « Churchill était le seul démocrate assez furieux, aimant la guerre ». Churchill aimait la guerre pour être de taille d'affronter les autres furieux non-démocrates, les Staline, les Hitler, et aujourd'hui les islamistes, les Iraniens, etc. Il faut que les démocrates aiment la guerre, ou parfois arrivent à aimer la guerre autant que ces ennemis-là, ce qui est difficile. Alors vous avez raison, Churchill aimait la guerre. C'est-à-dire ce personnage qui était un personnage tumultueux à l'intérieur de lui, quand il était au combat, il retrouvait une synthèse intérieure de l'Afrique du Sud. Aller au feu, entendre siffler les balles, voilà. Ah oui, alors vraiment c'était... Bon, alors non, moi je pense que les démocraties doivent savoir faire la guerre, mais il faut surtout ne pas aimer la guerre, parce que quand on commence à aimer la guerre, on se laisse aspirer par l'ennemi dans ce qui est la guerre, et la guerre c'est le contraire de l'humanité, de l'altérité, de la beauté de la création. Donc il faut savoir faire la guerre tout en refusant même la notion de guerre juste. Là-dessus, j'ai un différent... avec Saint-Augustin. Avec Saint-Augustin. Pierre Servan versus Saint-Augustin. Voilà, bien que chrétien, mais donc c'est qui est très intéressant. Mais la guerre peut être légitime, légale. Il faut savoir la faire quand on est une démocratie, mais il faut jamais se justifier, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, on commence à basculer dans l'antre du mal, qui est ce qui anime tous ces personnages, toute cette clique de Poutine, Kim Jong-un, tous ces personnages-là. Aux yeux, l'antre du mal, comme vous dites, aux yeux de beaucoup de gens, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui à Moscou, parce qu'on a là, alors c'est une guerre tout à fait ouverte, il ne s'en cache pas, le Hamas et l'Iran sont à Moscou, il y a là un axe actif, et pas seulement en termes de relations, disons, en termes de RP, c'est vraiment, comme vous le dites, ils ont travaillé, ils travaillent déjà ensemble. Oui, ils travaillent ensemble, ils partagent une même conception du monde, et tous ces personnages-là, et très fondamentalement, ils considèrent que le temps des hommes forts, des États forts, des puissances nationalistes est venu. Et que ceux qui défendent le droit, la charte de l'ONU, etc., nous, Darius, vous, moi, ceux qui nous écoutent, nous sommes, comment dirais-je, dans la mauvaise courbe de l'histoire. Nous sommes perdus pour l'histoire. Eh bien, moi, je dis le contraire, je l'ai écrit, je le répète depuis plusieurs années, nos valeurs triompheront, mais il faut effectivement
rebasculer dans un esprit où il faut prendre à bras-le-corps ce mal. Et ces jeunes militaires israéliens, encore une fois, moi j'ai, en tant qu'officier de réserve, très attaché au fait que quand on est citoyen français, on puisse s'investir dans la défense de son pays. Et il faut aujourd'hui qu'on réveille tout ça. Je suis en train de me demander, Darius, pour tout vous dire, s'il ne faudrait pas rétablir un service militaire en France aujourd'hui, en anticipation. Ah oui, vous vous repentez de l'époque où vous étiez au ministère. Non, je ne me repens pas parce qu'il fallait professionnaliser à l'époque, c'est très juste. Mais je regrette qu'à l'époque, on n'ait pas conservé une structure pour les hommes et pour les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes, de 6 mois, pour pouvoir remonter en puissance et surtout pour alimenter la réserve opérationnelle. C'est mon idée. Est-ce que nous sommes à l'heure où les islamistes disent c'est notre heure? Quand on met bout à bout tout ce qu'on vient voir, et surtout l'autre réunion, celle d'hier, où on a le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique, quand on voit ce qui s'est passé en France avec Dominique Bernard, assassiné par un islamiste, partout, ce réveil général, à votre place, il y avait le fils Massoud. Il y a quelques semaines, il disait, attention, quelques jours avant le 7 octobre, il disait, on va voir tous les islamistes se réveiller en se disant, dans ce grand désordre international, c'est le moment. Oui. On attaque. Le fils Massoud, que j'avais rencontré en 2002 à Kaboul, il lançait un journal, le Kaboul Weekly. Je me souviens très très bien de ça. Oui, rappelez-vous de la déclaration de Vladimir Poutine et de Xi Jinping en disant « Nous sommes du bon côté de l'histoire et nous allons façonner... » Je rappelle de mémoire, « Nous sommes du bon côté de l'histoire et nous allons façonner le monde tous les deux pour un siècle. » Et vous avez cette alliance des personnages, on voit bien qui se retrouve dans cette alliance-là, et donc il faut, nous en face, les Européens, l'Occident, les pays asiatiques qui partagent les mêmes valeurs, il faut comprendre le défi qui est lancé, et je crains fort, malgré tous les efforts diplomatiques, que une explosion régionale nous pende au nez. Quand je dis nous, c'est que tout le monde sera concerné par cette carte, vous dites, voilà, quand on regarde cette carte, l'Iran dont on vient de parler, la Syrie, alliée de Poutine, la Turquie, Erdogan qui est membre de l'OTAN et qui vient de déclarer le Hamas est un groupe de libérateurs, voilà, qui fait l'éloge du Hamas, qui a tant de sang d'ailleurs français, américains, etc. aussi sur les mains. Absolument. Le Yémen, regardez, tout à fait au sud de l'Arabie Saoudite, dont on ne parle pratiquement plus, où se trouvent les Houthis qui sont soutenus par Téhéran, les Houthis du Yémen, vous voyez la carte, ont tiré des missiles de croisière contre Israël, qui ont été interceptés par des missiles antimissiles de la marine américaine. Donc, il y a effectivement cette carte du risque, et encore une fois, je crains que Israël étant contraint de rentrer dans Gaza et de véritablement parvenir à essayer de détruire la structure militaire. Le problème, si vous voulez, 2006, c'est ce qu'il devait faire au sud Liban. Le Hezbollah, aujourd'hui, est 10 fois plus puissant qu'il ne l'était en 2006. Pierre Servan, est-ce que nous revivons la suite, en quelque sorte, du 11 septembre? Rappelons-nous, le 11 septembre, on découvrait ce qu'étaient les kamikazes, n'est-ce pas? Les kamikazes islamistes, qui est prêt à tuer et à être tué, et qui, avec un bon niveau de technicité. Rappelez-vous, à l'époque, on était étonnés. Ils ont très bien visé les deux tours. Ils étaient bien préparés. C'était des gens éduqués qui sortaient parfois de bonnes universités. Oui. On avait sous-estimé tout ça et ça nous éclatait à la figure. Ces combattants du Hamas, ces islamistes qui ont la même haine, la même rage, la même idéologie et aussi le même savoir-faire parce qu'ils ont été techniquement performants. C'est affreux à dire. Le 7 octobre, et ils continuent à l'être. Oui. Ils se sont perfectionnés. Ils ont été perfectionnés. Ils ont partagé ce que les anglo-saxons appellent the best practices, les meilleures pratiques en matière de terrorisme et d'action. Un détail, en 2006, ce qui a posé problème à Tsahal, c'est le fait que le Hezbollah avait installé des systèmes de communication filaires. C'est-à-dire ce qu'il y avait en 14-18, le fil qu'on tire pour pouvoir communiquer. Pourquoi ? Parce que Tsahal, l'armée israélienne, ne pouvait pas couper ses communications. Eh bien, le Hamas a fait pareil dans ces tunnels. Les fils que vous voyez sur les murs, c'est des fils de téléphone, donc tout à fait, comment dirais-je, anciens. Mais pour arriver à les couper, il faudra qu'Israël pénètre là-dedans. Juste un dernier point, Darius, si vous me le permettez. L'immense regret, malgré les efforts du président français, du président américain, etc., c'est que pour l'instant, le gouvernement israélien n'a pas été capable d'afficher un objectif politique. Or, les démocraties, quand elles doivent faire la guerre, parfois, et là, Israël doit faire la guerre, elle doit absolument afficher un objectif politique.
se venger n'est pas un objectif politique d'une démocratie. Et là, on a malheureusement une configuration astrale des responsables en Israël qui est calamiteuse.